Nous allons donc continuer notre exploration autour des provenances des œuvres, non plus comme ce matin dans les dernières années de la vie des œuvres avant qu'elles arrivent au Louvre, mais au contraire aux origines de leur existence, alors sur leur lieu de création et là où elles ont été enterrées, donc où on les a sorties de terre, et puis là où elles ont été créées pour les œuvres qui ne relèvent pas de l'archéologie. Donc pour introduire cet après-midi et pour avoir quelques propos liminaires qui vont nous inspirer, je passe tout de suite la parole à Stéphane Verger, qui est un des membres du conseil scientifique du musée du Louvre et qui nous parle de Rome, car il est actuellement le directeur du Museo Nazionale Romano. Stéphane, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous les amis et toutes les amies et collègues qui se trouvent dans la salle et qui nous écoutent. Bonjour au public, nombreux sur la chaîne du Louvre. La question qui nous retient cet après-midi est une question très simple et c'est la première que se pose un archéologue qui travaille sur des collections ou bien entendu un conservateur de musée qui a devant lui un objet, un ensemble d'objets. D'où vient l'objet, d'où vient l'ensemble d'objets? Peut-on être aussi plus précis sur le contexte de découverte? Est-ce que l'on peut seulement déterminer la localité où a été trouvé l'objet? Est-ce que l'on peut dire de quelle tombe il vient s'il s'agit d'une nécropole, par exemple, de quelle partie d'un édifice? Est-ce que l'on peut préciser encore plus en détail la position stratigraphique de cet objet? Ce sont des questions banales pour un archéologue, les premières qu'il doit se poser. Mais lorsqu'il s'agit d'objets de collection, ce sont des questions finalement très difficiles à résoudre. Et je sais qu'il y a dans la salle des collègues et des amis qui très souvent ont eu à résoudre ces questions, et je sais aussi que certains des dossiers qu'ils ont eu à traiter depuis des années ne sont pas encore fermés parce que la documentation dont on dispose est souvent difficile, très difficile à interpréter, à exploiter. C'est une documentation qui est, comme pour tous les historiens, une documentation fragmentaire. Mais c'est surtout pour nous une documentation qui n'a pas été constituée pour répondre aux questions qui nous intéressent. C'est une documentation, par exemple, de fouilles qui peut être un journal de fouilles fait chaque jour pendant la fouille. Je me souviens par exemple d'avoir eu en main un sachet de tessons de fouilles des années 60 où il y avait écrit « Trouvé sous le vieil olivier quand ses racines ont été arrachées ». Voilà, c'était sur un site important de l'Étrurie. Évidemment, 40 ans plus tard, l'olivier n'était plus là puisque justement il avait été arraché. Voilà, donc c'est le genre de documents que l'on peut avoir à interpréter. Il y a des questions de vocabulaire. Souvent, dans les documents anciens, on ne retrouve pas les vocabulaires de la typologie archéologique actuelle, bien entendu. Il y a des questions de motivation également, et souvent, bien entendu, et ça, on le sait également, les archives sont trompeuses. Trompeuses parce qu'elles ont été... la documentation peut être une documentation certes scientifique, mais peut être également une documentation commerciale. Et donc, on sait que dans de très nombreux cas, depuis les origines du collectionnisme, on a volontairement changé les origines. Alors, par exemple, combien d'objets proviennent du site d'Alésia dans l'archéologie romaine ou même dans la proto-histoire française? Évidemment, des objets qui ne sont jamais passés même par le site d'Alésia, et d'autant plus que l'on ne savait pas forcément où se trouvait le site d'Alésia. Donc, on peut faire des erreurs. Il y a des erreurs qui ont été manifestes et dues à une petite inexactitude sur la lecture des pièces. Par exemple, je me souviens d'un rasoir villanovien, donc de l'Italie, qui a servi pendant longtemps de base pour la chronologie du 8e siècle au nord des Alpes. Et en fait, on croyait que cet objet provenait d'un site de l'âge du bronze final de Suisse occidentale. Et en fait, c'est simplement parce que
dans l'inventaire du musée de Saint-Germain-en-Laye, il se trouvait au début d'une autre liste, juste après les objets qui provenaient de ce site de Suisse occidentale, et c'était des objets qui avaient été achetés en Italie par le premier conservateur du musée, Alexandre Bertrand. Pendant presque un siècle, on sait, la chronologie de l'âge du bronze au nord des Alpes a reposé, en partie, hein, bien entendu, pas seulement sur ça, mais a reposé sur cet objet particulier qui avait, dont la documentation le concernant avait été mal regardée. Donc il faut être très précis, il faut d'abord comprendre la nature de la documentation disponible, les motivations de la constitution de cette documentation, donc le contexte finalement, le contexte de découverte et de constitution, de création de la documentation concernant une œuvre, un objet ou un ensemble d'objets, une collection, avant même de parler, d'aborder la question de départ, qui est la question de la provenance et du contexte de découverte. C'est une aventure. C'est une aventure qui est à la fois difficile, une aventure longue parfois, mais une aventure passionnante. Et je dois dire que personnellement, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de mes collègues, on s'est arrêté finalement, chemin faisant, dans cette longue histoire de la documentation d'archives et longue histoire de l'objet, des collections, depuis le moment de leur découverte jusqu'au moment où finalement où nous nous sommes intéressés nous-mêmes à ces objets. C'est une histoire longue, très complexe, qui est faite de ventes, d'acquisitions, d'échanges, de transferts, de circulation à travers l'Europe, à travers le monde, de choses tout à fait banales. Par exemple, la dimension des étagères dans les fouilles de Champagne, par exemple, on laissait sur place dans les tombes les vases celtiques qui avaient plus de 30 cm de haut parce que dans un certain musée de Champagne à l'époque, les étagères faisaient 30 cm de haut et donc les vases de 35 cm de haut ne pouvaient pas tenir dans ces étagères, ils étaient laissés dans les tombes. Voilà, donc ce sont ces choses-là. C'est une histoire de la biographie des objets après leur découverte qui finalement n'entre pas au départ dans le travail, dans le métier de l'archéologue ou dans le métier même du conservateur de musée, si l'on veut, archéologue, mais finalement c'est une bonne partie de notre travail qui est celui de reconstituer fidèlement, précisément, minutieusement et parfois de manière hypothétique, toute cette histoire, toute cette biographie récente de l'objet. Et bien entendu, ça nous amène à des réflexions et des observations sur l'objet lui-même, bien entendu, quelles sont les restaurations qu'il a subies ou dont il a bénéficié, comme on voudra, quels sont les ajouts, quelles sont les modifications des mobiliers funéraires, etc. Donc ça, ce sont des questions qui sont celles qui sont au cœur de nos recherches et qui seront au cœur de ce que nous entendrons tout à l'heure. Mais cela veut dire que comme ces questions ne sont pas tout à fait au cœur du métier de l'archéologue, ce sont des équipes qui doivent travailler, des équipes pluridisciplinaires, des équipes d'historiens des sciences, et aussi des équipes de scientifiques qui peuvent traquer les supercheries par des méthodes indépendantes de la recherche historique, donc des méthodes physico-chimiques par exemple. C'est à la fois une recherche archéologique, mais en même temps une recherche historique, une recherche de l'histoire de la pratique archéologique, de l'histoire de la pratique du collectionnisme, qui est nécessaire pour comprendre ce qu'est finalement l'objet que l'on étudie, mais qui en même temps nous conduit à nous intéresser à ces pratiques, qui sont des pratiques récentes, qui sont des pratiques modernes, disons, les pratiques de l'archéologue, les pratiques de l'historien, les pratiques du restaurateur aussi. Et évidemment, c'est un monde tout à fait passionnant qui s'ouvre à nous et qui s'ouvrira à nous tout à l'heure parce que les collègues qui vont parler parleront de tout cela. Mais ce détour, ce qui semble être un détour pour comprendre ce qu'est l'objet,
finalement, nous apporte aussi un moyen de comprendre ce que nous devons connaître de l'objet lui-même. Si l'objet a eu une histoire si compliquée depuis sa découverte, c'est vraisemblablement aussi parce qu'il a eu une histoire très compliquée avant son enfouissement. Et donc le contexte de découverte n'est qu'une sorte de point central entre deux histoires de l'objet. Une histoire récente de la découverte jusqu'à sa compréhension actuelle, mais une histoire qui va continuer, bien entendu, parce que les méthodes d'analyse seront toujours plus précises, etc. Mais aussi, c'est le lieu d'aboutissement d'une histoire ancienne de l'objet, depuis sa création et même depuis sa conception. Et c'est une autre biographie de l'objet qu'il faut remettre en ordre finalement, hein. Et ça c'est le travail de l'archéologue, mais qui se trouve en quelque sorte enrichi dans les méthodes mêmes de l'approche de l'objet par ce travail préalable qui concerne la biographie récente de l'objet. Donc il me semble qu'il faut, et je ne suis pas le seul bien entendu, sur tous les travaux, on me le rappelait hier bien entendu, des anthropologues depuis Apadouraï dans les années 1980, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits depuis, en France notamment, hein, sur la biographie, la longue biographie des objets. Et c'est une histoire tout à fait passionnante, évidemment, hein, de reconstituer sur la très longue durée, finalement, mais en même temps avec des étapes bien définies, cette longue vie, cette longue histoire des objets. Mais cela a aussi une conséquence pour le conservateur de musée, pour celui qui doit présenter ses recherches au public. Parce que, bien entendu, tout ça, toutes ces choses, comme le disait ce matin Salvatore Settis, toutes ces choses toute cette documentation qui vient compléter la connaissance que l'on a de l'objet. Ça n'est pas seulement un enrichissement externe, c'est un enrichissement de l'objet lui-même, c'est-à-dire qu'à chaque étape de son existence, ancienne ou moderne, l'objet s'est enrichi d'expériences, enrichi de croisements avec des grands personnages, avec des grands archéologues, etc. Par exemple, ici, donc, je me trouve au Palais Altemps, où est conservée la collection Ludovisi de sculptures antiques, et il y a la grande tête monumentale de Junon, la Junon Ludovisi, qui a été, lorsque la collection a été acquise par l'État italien, qui était l'œuvre la plus cotée de la collection. Certes parce que c'est une œuvre très belle, mais aussi parce que c'est celle qui avait servi à Winkelmann pour son étude de l'art classique, et aussi, et peut-être surtout, parce que c'est celle que Goethe conservait dans sa chambre sous forme de modèle en plâtre. Et toutes ces histoires plus récentes finalement ont enrichi l'objet lui-même, ont enrichi bien entendu ce que l'on sait de l'objet, mais ont enrichi l'objet lui-même qui se charge progressivement et qui se charge toujours plus d'une valeur historique, hein, d'une valeur historique qui est tout à fait considérable, et que le conservateur de musée, l'archéologue, a pour mission de transmettre, de faire comprendre et aussi d'augmenter. Et donc, de ce point de vue, les recherches qui sont faites en particulier par les collègues du musée du Louvre sont des recherches qui finalement augmentent le patrimoine du musée, parce que ce sont des recherches qui viennent enrichir encore la valeur de telle ou telle collection, de tel ou tel objet. Et c'est, je crois, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que tous les travaux qui sont faits, ce sont des travaux qui sont à la fois des travaux scientifiques, mais qui sont des travaux qui concernent la vie des objets. La vie des objets n'est certes pas finie, et aujourd'hui, on va encore voir que cette vie des objets
sera encore plus importante et encore plus riche, encore plus précieuse lorsque nous aurons entendu nos collègues et nos amis. Merci. Merci de nous avoir ainsi planté le décor et d'avoir bien souligné les enjeux, les difficultés, les pièges, mais aussi les joies de ce travail sur les contextes.